La semaine dernière, à Partout dans le monde, J'ai passé 4 jours, à un moment donné, dans un voyage où on descendait en Californie. 4 jours dans les sentiers de l'Utah. Donc, on était vraiment comme le Far West pouvait être. Et puis, il y avait justement des ruines de camps, de colons de l'époque, sur le bord d'un petit ruisseau, d'un petit creek. Et puis, tu traverses justement ce petit creek-là avec ta moto. À partir de Chiang Mai, ce qui est très intéressant, c'est que ça devient un pôle pour faire des petites expéditions d'1, 2 ou 3 journées. Donc, ça devient vraiment un camp de base en moto. Cependant, mais il y a un couple d'Américains qui arrivent en même temps avec leur guide. Bon, OK, je ne serais pas tout seul. Fait que, tu pourras pas te baigner tout nu, là. Ce que je croyais, parce que je n'avais pas amené de maillot. Oups. Ce qui m'a permis de visiter le resort de Francis Ford Coppola. Ah, il y a un resort qui est à lui ou... Tout à fait, sa propriété personnelle, qui est la Grande Place. Ah oui? De l'autre côté, mais tu as la vieille histoire des années 50. C'est pas la même histoire qui nous est racontée, là. Tout dépendant du voyage. Mais je t'apprends rien. Hein? C'est un peu pour ça qu'on voyage. Pour pouvoir connaître des histoires puis par la suite les raconter. Cette semaine, à l'épisode, on continue la conversation avec Luc sur les voyages de moto. La semaine dernière, nous avons rencontré Luc, un passionné de voyage en moto. Nous avons parlé des origines de sa passion et il nous a raconté plusieurs anecdotes de ses voyages en Thaïlande, en Europe, aux États-Unis et au Belize. Et on s'était laissé sur cette question. Si on parlait du prochain voyage, Luc, qu'est-ce qui serait dans ta mire pour la prochaine destination? Le prochain voyage en moto, c'est la destination que je regarde, le Sri Lanka. Le Sri Lanka, au sens que j'ai dans ma perception que c'est l'Inde d'il y a 50 ans. OK. Puis qu'est-ce qui te fait croire ça? Au sens que la même culture religieuse, essentiellement la culture qui ressemble beaucoup, et puis tout le volet industrialisation, et puis le volet développement... non pas effréné, là, mais le développement aléatoire ou le développement bête. L'urbanisme. L'urbanisation stupide là, qui s'est passée un petit peu en Inde, là, de façon plus chaotique. Oui, OK. L'urbanisation chaotique. La croissance a tellement été intense et rapide que ça s'est fait Exactement, sans planification. Non coordonné, sans aucune planification, et au détriment des classes. Oui. Donc, avoir de la pauvreté extrême qui avoisine ou qui est côte à côte avec une richesse démesurée. Donc, il y a moins ce clivage là où on perçoit, en tout cas, il y a une perception qu'il y a moins ce clivage au Sri Lanka. Okay. Et puis de découvrir plus la culture qui est moins teintée par l'Occident et puis qui est moins mondialisée. Oui. Donc, un petit peu plus d'authenticité. Exactement, un peu plus d'authenticité. Ça serait quand? Quand est-ce que tu voudrais partir? Dans mon cas, par la force des choses, j'ai 2 périodes de vacances. Donc, le temps des fêtes. Oui, comme là, tu reviens du Belize, comme tu étais là pendant le temps des fêtes. Exactement. Puis, j'ai la chance de pouvoir prendre plusieurs semaines. Et puis, ce qui est important, surtout quand on va en Asie. Hein, au sens que dès qu'on va en Asie, on sait en partant, juste le trajet, l'aller-retour, on va perdre pratiquement 4 jours, plus l'adaptation au décalage horaire. Donc, il y a une semaine, je ne veux pas dire de pratiquement perdu, mais près de... Donc, ça te prend quelques semaines. Donc, le temps des fêtes, c'est un bel endroit pour faire justement ce voyage. Donc, ça serait le temps des fêtes l'année prochaine. Le temps des fêtes. Fin décembre, début janvier. Fait que tu collerais toutes tes vacances pour faire ça dans ce temps-là. Exactement. Mais je me garde une dernière de l'année en cours et puis une première de l'année qui suit. OK. Bon, c'est parfait. Peux-tu parler de ton anecdote que tu parlais tantôt hors d'onde, de ton anecdote au Costa Rica, de la fameuse plage et le resort? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, à un moment donné, il y a toujours une question, surtout quand on a réservé des endroits, on aime bien, en tout cas, surtout quand c'est prépayé, on veut profiter de l'endroit. Ça, c'est au Costa Rica, là. Au Costa Rica, exactement. Donc, on réserve un petit resort, un éco-lodge, et puis on arrive dans la ville en question. On fait la route, on dit, bon, finalement, on va le trouver. Mm-hmm. On arrive au bout de la route. Bon, au bout de la route, c'est la plage. Puis après la plage, c'est l'océan, c'est la mer. Fait que le resort n'était pas sur la plage.
il était pas là, le resort, au Ouais. sens qu'il n'y a plus de route, là. Ouais. Fait que là, regarde à gauche, à droite, mais il n'y a pas de resort, là. Donc, il est où, le resort? Puis c'est un petit village, tu peux pas le manquer. Il y a quelques rues dans le village. Il y a une principale qui est relativement longue puis animée, mais il n'y a pas de rue, pratiquement pas de rue transversale. Donc, puis tu vois pas de bâtiment. Par la force des choses, l'écolage, il n'est pas là, là. Mm-hmm. Fait que là, je rebouche chemin. Je dis, je croise des policiers. Fait que je m'arrête. Je dis, bon, mais l'écolage, savez-vous où c'est? Il dit, oui. Tu continues la route, c'est au bout. Ouais, mais j'arrive du bout, là, puis il n'y a rien au bout, c'est la plage, c'est l'océan. Mm-hmm. Là, je dis, qu'est-ce qu'on fait quand tu arrives au bout, là? Ben, tu continues. Tu continues. Il dit, non, là, je vais aller... Non, tu continues. Donc, par 3 fois, je dis, bon, OK, retournons à la plage. Peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas aperçu. Ouais. Il me manquait un indice, là. Donc, je retourne à la plage. Encore une fois, regarde à gauche, regarde à droite. Il n'y a rien. Donc, bien entendu, comme souvent aux plages en Amérique du Sud, dans le Sud, il y a des vendeurs itinérants. Donc, vendeurs itinérants, connais-tu ça, tel endroit? Il dit, ben oui. Ben oui. Donc, C'est une évidence. c'est une évidence même, là. Ben, c'est où? Ben, il dit, oui, regarde, c'est justement à gauche, là. Justement à gauche. OK. À part des palmiers, il dit, oui, regarde là-bas, le toit rouge. Toit rouge. Là, tu vois un toit à quelques kilomètres. Tu dis, oh, OK. Mais là, comment on va là-bas? Ben, tu y vas. Tu y vas. Ouais. OK. Fait que Fait que là, on était chemin, deux. On était deux avec 2 motos. Fait que Ouais. là, je dis à Nathalie qui m'accompagnait, je dis, ben Nathalie, attends avec la moto. Moi, je vais aller faire de l'exploration. Je vais aller voir s'il y a un chemin. Fait que prends un petit chemin, un petit sentier vraiment, comme on appelle, nous autres, un single track, là, au sens qu'il y a juste des piétons puis une moto qui peut passer là. Ouais. Qui tombe encore une fois sur la plage. Là. Tu te dis, ben, dans le fond, je suis revenu sur la plage. Bon, continue sur la plage. Continue, fait quelques centaines de mètres sur la plage en moto. Une rivière, oups. On regarde, OK, c'est traversable, la Gué. Fait que traverse la rivière à Gué pour finalement arriver à l'Éco-Lodge. Tu l'avais trouvé. Je l'ai finalement trouvé. Pour me rendre compte que finalement, mais de la façon commune d'arriver à l'Éco-Lodge, pour les locaux, mais c'est bien entendu par la plage, et puis pour les touristes. résidents, pour les touristes, mais c'est par bateau-taxi. Ah. Donc, nous, on pas était de un route, petit peu... ce temps-là. Il n'y a pas de route. Donc, le policier, il avait pas tort, au sens que, oui, tu continues tout droit, mais tu continues où tout droit quand la route se termine, mais sur la plage. Et qu'il n'y a rien indiqué. Puis qu'il n'y a rien indiqué, exactement. Donc, on est arrivé à l'Éco-Lodge par la plage. Et puis, les autres touristes qui étaient éberlués, là, disent « Hein, vous arrivez vraiment par la plage? » Mais il n'y a même pas de route pour venir ici. Non, il n'y a pas de route. Puis même les routes pour se rendre à ce petit village-là, il y a 4 ou 5 passages à gué. Et puis, juste quand je m'informais à l'Éco-Lodge pour réserver, ils disent « peut-être que vous ne pourrez même pas venir. » À cette période-là, tout dépendant si la saison des pluies a fini suffisamment tôt Ouais. et puis qu'il n'y a pas eu de pluie entre-temps pour justement que les passages à gué soient passables. C'est OK. Donc, tu peux imaginer que quand on roule en moto au Costa Rica, mais c'est pas avec une Harley, Non. ben non. du moins, pas au sud, Oui. au Pas nord dans un ces- petit peu plus. Ouais, pas dans ces régions-là. Pas dans ces régions-là. Donc, il y a quand même une certaine qualité de pilotage là, à réaliser. C'est pas nécessairement donné à tout le monde. Tantôt, tu me mentionnais, si je veux commencer à faire un voyage en moto, je choisis peut-être pas le Costa Rica. Là. OK. C'est loin un scooter en Asie. Là. C'est Ouais, peut-être même en Méditerranée, dans les îles Exactement. grecques ou en Italie. Commence par ça. Là, Ouais, exactement. c'est plus raisonnable. Tout à fait. OK. Fait qu'il faut quand même avoir une bonne expérience du hors-route puis de la conduite de moto pour faire ce genre de voyage en moto. Là. Ben, c'est sûr, le voyage d'exploration ou le voyage de type raid, ça prend une certaine expérience, oui, parce que c'est pas vrai que monsieur, madame, tout le monde va pouvoir franchir là, l'Amérique du nord au sud. Dans ses moindres recoins. Là. Dans ses moindres recoins. Et puis, ça prend une certaine capacité technique. Là. Puis, ceux qui aiment L'expérience, les films de moto puis les films de voyage de moto, mais il y a 3 bons films à conseiller. Le premier, justement, qui revient sur l'histoire du Che. Là. Oui. Motorcycle Diary. Oui, c'est ça, c'est le nom que je cherchais. Motorcycle aujourd'hui. Diary. Je pensais à ça.
c'est sûr que n'importe quel gars de moto d'aventure qui va voir ce film-là, mais il est en pamoison, là. Oui. Comme les deux films que McGregor et puis son chum Borman ont fait, Long Way Down puis Long Way Round, qui sont deux vraiment beaux films. Ben, c'est plus des séries dans le cas de McGregor et puis son comparse, Borman, qui traversent le monde, Long Way Round, d'un côté à l'autre, des images extraordinaires en Mongolie, entre autres, et puis Long Way Down qui sont en Afrique, donc c'est des endroits extraordinaires. Là. C'est des fictions ou c'est des documentaires? Non, c'est vraiment des documentaires. Borman, qui est un bon Anglais, qui a son bon ami d'enfance, McGregor. Tout le monde connaît Ewan. Ah, c'est Ewan McGregor. Exactement, qui est un motocycliste, qui est un motard. Mm-hmm. Il n'est pas juste Ben Obi-Wan. Ah, OK. Donc, qui est un motard, et puis Borman réussit à convaincre McGregor qui dit « Mais ça serait le fun si on partirait faire un voyage de moto comme on s'était dit. » Mm-hmm. Fait que là, c'est le trip, c'est leur premier voyage Long Way Round qui font pratiquement... ils font le tour du monde, là, justement, avec des BMW comme la mienne. Là. Ah oui, donc, c'était encore deux fois... C'est-tu quelque chose c'est-tu ce film-là qui t'a inspiré ou tu t'en faisais déjà quand tu as vu ça? J'en faisais déjà au sens que, comme je le mentionnais depuis l'âge de 14 ans avec le scooter, après ça à 16 ans avec une première moto. À l'université, j'ai acheté ma première BMW dans la vision de faire le tour de la Méditerranée. Puis, à l'époque, bien entendu, l'Internet commençait à peine, là, au sens qu'on parlait plus de FTP que de HTTP. Donc, c'est une autre époque, bien entendu. Cependant, mais c'était très intéressant parce que c'était possible de faire le tour de la Méditerranée dans un véhicule motorisé, ce qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. Donc, la sociopolitique mondiale a changé, mais c'était le but d'acheter cette moto-là pour justement faire de grands voyages et puis faire le tour de la Méditerranée. Ça, c'est un voyage qui m'a toujours passionné depuis l'université. Là. Puis que tu n'as pas encore fait. Là. Non, puis qui, je ne sais pas, je vais être en mesure de le faire de mon vivant avec le contexte sociopolitique, justement, d'Afrique du Nord. C'est pas toujours facile. Là. Surtout quand tu arrives dans les pays, justement, où ça brasse plus là, en ce moment. Là. Ah, tout à fait. Cependant, mais il y a 2 ans, l'hiver passé, j'ai passé un beau petit 4 jours à Marrakech. OK. Et puis, il y avait un beau locateur de moto. Ah! Avec de la moto moderne et puis de la belle moto japonaise. Donc, c'est facile d'aller faire de la moto, justement, au Maroc. Donc... oui, j'en ai vu quand j'étais au Maroc. Il y a quand même une belle culture. Ah oui, tout à fait. Et puis, c'est facile d'accès, relativement facile d'accès. Là. Oui. Beaucoup plus qu'au Belize, comme on disait tantôt. Oui. Tu veux dire pour la location de moto? Ah, tout à fait, pour la location. Donc, puis, il y a des beaux endroits, là. Ah oui, effectivement. C'est pour quelqu'un qui tripe la moto, je peux le croire que ça peut être le fun d'aller faire de la moto au Maroc. Exactement. Puis le dépaysement, le côté culturel, comme je mentionnais tantôt. Oui. Puis les montagnes, puis les routes, leurs routes aussi. Là, exactement. les pistes, justement, dans les montagnes. Ben, merci de toutes ces informations-là. C'est vraiment excessivement fascinant. On serait rendu à faire le questionnaire de partout dans le monde. C'est le questionnaire que je fais faire à tout le monde qui vient au podcast. Fait que si je te demandais, c'est quoi ton plus beau souvenir de voyage en parlant de voyage de moto? Ça serait quoi ton plus beau souvenir? Ben, mon plus beau souvenir, comme je le disais tout à l'heure, Mae Hong Son. Ah oui, la fameuse route. La route de Mae Hong Son, puis la journée complète. Oui. La route, plus l'arrivée au temple qui domine la ville, donc avec une vue sur la ville pour assister au coucher du soleil et puis passer la soirée justement au centre de Mae Hong Son. C'est clair, une journée d'exception. Là. Ça serait quoi ton pire souvenir de voyage en moto? Ben, le pire souvenir, c'est les conditions climatiques. Ah oui, hein, j'avoue les que ça conditions climatiques. Et puis, un certain voyage, qu'on a des vacances tôt. Là, on se dit, bon, on va prendre nos vacances à Pâques, on va profiter de Pâques, parce que j'ai tendance souvent à faire ça. Je vais m'annexer quelques petites journées, comme le 24 juin, 1er juillet. Oui, les journées fériées. On va étendre nos vacances de quelques jours supplémentaires. Donc, on se dit, bon, on va partir à Pâques. On va partir de Montréal, destination Nouvelle-Orléans, New Orleans. Fait que le matin, on se lève, -5. OK. Donc, du bof. Ça, c'est au Québec. Là. À Montréal. Exactement. Donc, on se dit, bon, on va peut-être patienter un peu. Donc, on patiente, mais le mercure n'a jamais vraiment monté. Donc, on se dit, bon, on va prendre la route, puis sauf que la première route, parce qu'on faisait beaucoup de kilométrage, au sens que puis c'est le propre de faire des voyages souvent en moto, surtout quand on va dans l'ouest ou encore au sud des États-Unis, c'est que souvent, on veut
entre guillemets, clairer ou bien non passer le plus rapidement possible ce qu'on a déjà fait. Donc, la première journée, là, à l'horaire, c'était Montréal-Windsor. OK. Donc, Montréal-Détroit, mais on couchait du côté canadien. Cependant, quand on est parti avec la température qui avoisinait le zéro, donc à la fin de la journée, on l'a fait, OK. mais c'est pas une journée agréable. Non, là. c'est ça. Puis souvent, la moto, oui, il y a le côté romancé, comme on parlait tout à l'heure, au sens que c'est bien intéressant. Puis oui, on fait des beaux voyages. Quand la température est belle, on a le soleil, c'est extraordinaire. Mais cette journée-là, c'était horrible, au sens qu'on était frigorifiés, pour pas dire gelés, au sens que les doigts qui picotent quand on arrive au motel. Donc, on est content d'arriver. Et puis, ce voyage-là a été non pas un voyage pénible, mais il y a eu plusieurs situations météo qui ont fait en sorte que des fois, on se donne de la misère en moto. Là. Quand la météo n'est pas de notre côté, Ouais. le romantisme, là, Il tombe à l'eau un petit peu, oui. il prend l'eau, exactement. Ouais, il prend l'eau littéralement, oui. Ouais, puis j'imagine aussi des fois où est-ce que vous pognez des averses torrentielles, des orages, que vous devez vous abriter, puis que c'est dangereux avec les éclairs. Ça fait partie des dangers. Ben, ça fait partie des rangées, mais d'un autre côté, c'est pas si problématique que ça. C'est désagréable, oui. Oui. Mais est-ce que c'est dangereux? Ben, c'est évident, rouler en plein ouragan, là. Oui. Ou dans une averse c'est torrentielle, dangereux. tu pourrais faire de l'aquaplanage. Ou, Exactement. Mais d'un autre côté, pour avoir roulé du côté du désert américain, les orages du Roadrunner, mais Oui. c'est magique et c'est vrai. Au sens qu'il y a un nuage, tu vois le nuage, ça tombe à torrent. Oui. Et puis, tu te dis, ben voyons donc, c'est un nuage tellement localisé, tu te dis, ben voyons, comme dans la BD. Et puis, pour l'avoir vécu, puis là, tu fonces droit sur le nuage. Là, tu te dis, ah non, il faut que la route tourne, il faut que la route tourne, il faut que la route tourne. Puis, tu passes là à quelques pieds d'un orage, carrément, là. Mhm. Et puis, tu te dis, ben voyons donc, il n'y a rien. On n'a pas une goutte d'eau. D'un autre côté, puis tu vois carrément le mur Oui. d'eau s'abattre à Ouais, côté ouais. de toi. Tu dis, avec les éclairs, là, tu dis, Ah ouais. aïe, aïe, c'est... Non, comme de quoi qu'il n'y a rien inventé dans le Roadrunner. Non, Tout est non. vrai. Je te le confirme parce que moi aussi, on est allé en Utah, on était à Canyonland à côté de Arches. Puis le pire orage que j'ai vu de ma vie en auto, je précise en auto parce que quand tu conduis, puis en plus il tombe des trombes, tu vois absolument rien. Puis avec les éclairs, c'était dans le désert du sud-ouest américain, ben, en Utah. Là. C'est la pire fois que j'ai vécu un orage. C'était incroyable. On pouvait même plus avancer avec la voiture tellement que c'était intense. Là. Puis c'est arrivé comme un mur, effectivement. Là. C'est bang, un mur, d'un coup très c'est bien là, fait, bang, c'est plus là. exactement. C'est plus là. Oui, c'est ça. Et puis dans le désert, il faut dire on voit loin aussi. Hein. Oui, aussi. Oui. On voit L'air est clair. Les multiples voyages, un des derniers voyages justement aux États-Unis de plusieurs jours, on revenait à ce moment-là je crois, de Californie. Et puis, tout a bien été. Et puis, les Américains, surtout quand on a une plaque du Québec en moto, il y a pratiquement une horde à chaque fois que tu arrives dans une station-service. Là. À l'époque, avec Nathalie, elle me disait justement, on a un système de communication. Oui. Puis qu'on peut se parler tout le long. Et puis, elle me dit, là, c'est pas compliqué. Là. S'il y a quelqu'un qui vient nous parler, j'y arrache la tête. Tellement que... Pourquoi qu'il voulait vous parler? Tout le monde vient nous parler au sens que, puis surtout dans le désert américain, il n'y a personne qui fait de la moto, au sens c'est des conditions extrêmes. C'est vraiment des conditions extrêmes. À cause de la chaleur. À cause de la chaleur et puis du faible taux d'humidité. Oui. Donc, tu as une déshydratation instantanée. Tu roules avec le casque fermé. Mm-hmm. Donc, tu ne roules pas le casque ouvert, sinon, c'est pas endurable. Donc, tu as le casque fermé, toujours les manches longues, aucun bout de peau. Est-ce que tu cuis sinon? Là? Tu cuis, exactement. Tu cuis et puis tu consommes pratiquement plus d'eau que ta moto consomme d'essence. Oh mon Dieu. Nous, j'aurais pas pensé ça. Quand on roule, on a justement un camel pack, là, puis qui n'est pas sur notre dos, bien entendu. Hein, on a juste le boyau qui se rend à nous. Oui. Et puis, dans un plein d'essence, là, donc on va rouler 2 heures, 2 heures et demie. Là. En 2 heures, 2 heures et demie, on va avoir bu pratiquement 2 litres et demi. Ah, wow.
de moitié Gatorade et puis G2 pour ne pas prendre de sucre, là, Ouais. avec de l'eau. Et puis tu t'en rends même pas compte. Là. Et puis, est-ce qu'on va à la toilette? Pas du tout. Oh mon Dieu. Fait que tout ça, Donc, c'est de la transpiration. C'est de la là. transpiration, c'est de la sueur, là, c'est de la déshydratation. Donc, et puis, le côté américain, c'est très drôle parce que d'un côté du Mississippi, c'est très sec, hein, on s'entend. Puis dès qu'on traverse le Mississippi, on arrive avec notre bouteille de Gatorade, notre bouteille d'eau, puis on vient pour remplir notre sac. Ah, ben voyons, il est plein. Au sens que le corps étant bien fait, hein, tu le sais comme moi. Donc, tu t'en rends pas compte, tu bois, puis quand tu arrives de l'autre côté, tu n'as pas besoin de boire parce que tu transpires plus. Tu transpires pas, exactement. Ouais, okay. Et puis, le test, justement, dans l'Ouest américain, qui est toujours intéressant dans le désert, le fameux test de la main du jeans. La main du jeans. C'est toujours agréable. On met notre main sur notre jeans. Oui. Et puis, on s'entend qu'on est sec. Là. Puis, pour ceux qui souffrent justement de sudation, quand ils vont dans le désert américain, ils se rendent compte, mais voyons, je ne sue plus. Okay. Ben, c'est tout à fait le contraire, au sens que tu sues tout autant, mais c'est parce que ça s'évapore au fur et à mesure. Ouais. Donc, la main sur ton jeans, tu mets la main sur ton jeans, tu sens ton jeans détrempé. OK. Tu le sens détrempé. Quasiment instantanément. Pratiquement instantanément. Tu soulèves ta main, tu vois la marque de ta main. Sur ton jeans. Sur ton jeans. Et puis, quelques secondes plus tard, il disparaît. Tu le refais. Tu te dis, mais voyons donc. Tu remets. C'est comme un jeu. C'est comme un jeu, exactement. C'est le jeu de la main qui disparaît. Mais c'est très chaud, au sens que je me souviens une certaine ville qui se prétend d'avoir le plus gros thermomètre au monde. Fait qu'on arrive dans la ville et puis le thermomètre affichait 116 Fahrenheit. Ouch. Ça, c'est quoi, à peu près 45? Autour de. 45 Sur la degrés moto, on avait un Celsius. indicateur de température. Le maximum qu'on a eu, c'est 48 Celsius. Ouais. 48 Celsius à l'entrée d'air. Ouais. Ça veut dire qu'il fait chaud. Oui, Il fait oui. chaud. Fait que, donc, si je te demande, l'endroit où est-ce que tu aimerais le plus retourner pour mieux découvrir, ça serait quoi? Ben, pratiquement l'Amérique, dans son intégralité. Quand on dit l'Amérique, tant chez nous, du côté américain, j'adore l'Ouest américain. Oui. L'univers des cowboys, je pense que c'est un des plus beaux endroits que je retournerais volontiers, année après année. Bien entendu, il y a d'autres endroits dans le monde qu'il faut visiter. Oui. Au Belize aussi, d'avoir ma moto. Oui. D'avoir une moto, puis visiter, puis pouvoir partir à l'aventure, puis faire la continuité du voyage qui était débuté au Costa Rica, là, puis de continuer. Ça, c'est merveilleux. Cependant, après la découverte de l'Asie, mais tu dis en Asie, tout est tellement plus facile et simple. Ah oui. Puis, je ne sais pas si c'est l'univers bouddhisme ou la culture qui est millénaire, c'est là qu'on dirait que ça vient rattraper la culture millénaire comparativement à une culture qui est relativement jeune en sol d'Amérique. Là. Oui. Tout est bien implanté au sens qu'il n'y a rien de nouveau. Les gens qui sont dans leur village... C'est les mêmes cultures, c'est les mêmes traditions exactement. depuis des centaines d'années. Là. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Fait que ça te plairait de découvrir davantage. Exactement. OK. Ton meilleur repas en voyage de moto, c'est à quel endroit? Et mon premier vrai best meal en voyage, c'était un nachos de Rio Grande. From Texas. Un nachos, là? Du vrai Tex-Mex. Là. OK. Exactement. Puis là, on recule encore une fois dans les années 90 où on commençait à s'ouvrir sur la cuisine du monde au Canada, puis au Québec, bien entendu. Et puis là, on avait un vrai Tex-Mex au sens qu'on n'avait pas juste des nachos avec du fromage. Là. Ouais. Mais là, il y avait justement de la pâte d'haricots avec des jalapenos, du poulet, puis c'était vraiment le Rio Grande. Là, c'était nachos monstre. Et puis, bien entendu, mes goûts gastronomiques ont évolué. Et puis, c'est vrai qu'en Thaïlande, j'ai dégoûté un mets d'exception, la salade de papaye. Qui est un classique dans la cuisine asiatique. Qui est un classique, exactement, qu'ici, on a très peu ou pas. Oui, à moins d'aller dans certains restaurants qui en ont. Là. Exactement. Puis, quand on a goûté à ça, on se dit, tabarouette, on ne peut pas se passer de notre salade de papaye à tous les repas. Là. Si je te demande, c'était quoi ta pire expérience de transport? Pire expérience de transport, c'est probablement en Argentine. T'es allé en Argentine? Oui. OK. En Argentine, mais ça, c'était pas en moto. Et puis, c'était pas même pour le travail. Et puis, un certain week-end, on se dit, ça serait bon peut-être d'aller visiter à Bolivie.
dans la série des tankers. Donc, j'étais avec un collègue de travail parce que c'était pour le travail. Je dis, bon, on va aller passer du temps en Bolivie. On va aller passer le week-end en Bolivie. Donc, on part de San Miguel de Tucumán, qui est quand même quelques heures d'autobus de la frontière bolivienne. Et puis, souvent, j'ai tendance à faire des économies de bout de chandelle en voyage. Ah. Et puis, Michel, mon comparse avec qui j'étais, lui, il était aussi cheap que moi. Donc, on a pris le transport le plus cheap. OK. Donc, moi, j'étais condamné dans un banc où le siège pouvait s'incliner, mais où est-ce qu'il n'avait pas de loquet. Donc, dès que je me relâchais, le ressort du siège relevait le siège. Tu peux imaginer dormir dans cet autobus-là. C'était pratiquement... Dès que tu t'endormais, tu te faisais réveiller par le siège. OK. C'est comme un siège éjectable. Tout à fait. C'était assez pénible. Mais ça, c'est une... Puis, de façon générale, ce que je déteste le plus dans les voyages et puis dans le transport, mais c'est l'avion. OK. La torture, là. Au OK. sens que plus Ouais, le parce que voyage est long. T'es quand même un grand Jack, là. Fait que des avions où est-ce que c'était pas beaucoup d'espace pour les jambes, j'imagine que ça, c'est pas le fun pour toi. Ah, c'est pénible. Même quand il y a de la place pour les jambes, là. Toi, t'aimes pas ça, le voyage en avion? L'avion, je peux comprendre ceux qui ont peur de l'avion. Moi, j'ai pas une peur de l'avion. C'est juste que c'est un calvaire. Là, OK, c'est une aversion, là. C'est pénible. Là. Moi, je vois ça comme une chambre de torture. Là. OK. Tu rentres là, puis ça va être pénible. Là. C'est-tu parce que t'as pas le contrôle de la direction de l'avion ou quelque chose? Ou c'est juste parce que tu trouves ça vraiment long? C'est le confort. C'est le confort? Ah, c'est le confort, au sens qu'il va faire trop chaud, trop froid. Il va y avoir un monsieur de 300 livres à côté de toi qui sait pas... Oui. Donc, un avion. Puis de l'autre côté, c'est peut-être parce que j'ai eu la chance de goûter à l'exécutif. Ah, les classes affaires? Non, vraiment le terminal exécutif qui est la coche au-dessus de la classe affaires. Là. Oh, OK, pardon. Donc, pour le travail, il y avait une petite liaison entre l'aéroport de Sherbrooke et Pearson Executive. OK. Donc, là, on voyageait en vol exécutif, qui est totalement différent. Là, c'est pas de la grosse avion, puis c'est pas du gros luxe. Surtout, on peut s'imaginer un vol Sherbrooke-Toronto. Cependant, mais ça se voler dans un avion en exécutif, il n'y a aucun problème. Okay. Je n'ai pas d'hantise à l'avion. Ah, bah, OK. Mais être pris en sardine avec 250 autres personnes, avoir un verre d'eau dans la première demi-heure, une petite barquette de bouffe déshydratée à mi-chemin, peut-être un petit verre pour pouvoir digérer ta petite barquette séchée. Oh, oui. Et puis, non, c'est pénible. Puis quand on va en Asie, mais c'est encore pire. Hein, souvent, on va avoir, de par les escales, pratiquement, ça va être difficile d'avoir un vol direct. Ce qui est probablement une chance. Oui. Parce que de toute façon, souvent, on va avoir un vol qui va partir qui va partir d'Europe, et puis tu as un 12 heures, justement, confiné dans ta cellule. Oui. Fait que pour toi, c'est vraiment une torture. C'est une torture, tout à OK. fait. Mais c'est un passage obligé pour ceux qui veulent voyager. C'est Donc, nécessaire. on se dit, tu n'as pas le choix. Là. Regarde, tu vas subir, justement, la torture pendant X nombre d'heures, mais résilie-toi. Ouais. Ben, moi, ce que je pourrais rajouter à ça, c'est que oui, des fois, l'avion, c'est long et tout ça. Mais moi, j'appréhendais beaucoup le transport quand je suis allé au Japon. Puis pour aller au Japon, on a fait Montréal-Toronto, Toronto-Tokyo. C'était un vol de 14 heures, presque 15 heures. Puis je te dirais que ça s'est très bien passé pour moi. Puis j'appréhendais vraiment ce moment-là. Puis je me disais, oh my God, c'est une des choses qui me rebutait par rapport à faire un voyage en Asie. C'était la longue traversée vers le continent asiatique. Puis finalement, non, ça s'est bien passé. Mais peut-être que j'ai pas la même approche que toi par rapport à l'avion. Toi, si même des vols qui sont courts, pour toi, c'est pas le fun. Ben dans ce cas-là, c'est sûr que si un vol de 2 heures n'est pas le fun, un vol de 14 heures, c'est sûr que ça sera pas le fun. Là. Ben, tu me vois un peu me dandiner sur ma chaise, hein, au sens que rester assis sur une chaise pendant une demi-heure, déjà, comme là, je fatigue. Donc, tu peux imaginer 6 heures dans le même siège. Je m'excuse, je t'ai pas donné la chaise la plus confortable, mais je t'ai donné la chaise la plus silencieuse. Parce que c'est ça. Pour les besoins de la cause. Pour les besoins de la cause, parce que ma chaise de bureau, qui est excessivement confortable, est un peu bruyante pour les enregistrements. Des anecdotes d'avion. Le retour de Bangkok, malheureusement, il y a un passager qui fait une crise cardiaque. Ah! Dans l'avion? Oui, monsieur. En vol? En vol. Là, tu dis non. Okay. Non, pauvre lui, bien entendu. Oui. On compatit avec la personne. Mais on a fait un arrêt d'urgence. Tu ne devineras pas où. Hawaï? À Moscou. Hein? À Moscou?
c'était désagréable. Donc, arrêt d'urgence à Moscou, les militaires, les policiers, les avertissements, aucun appareil photo dans vos mains. Ceux qui prennent des appareils photo, vous allez être dans un sérieux pétrin. Là, tu te dis, ah non. Oh my God. Donc, un vol Bangkok-Moscou-Helsinki qui a repris pratiquement 15 heures, sans nourriture, avec un minimum d'hydratation. Alors ça, c'était peut-être, oui, tu parlais de l'anecdote, justement, désagréable en transport. Ça en est peut-être une bonne. Ah, ben, OK, ouais, Oui. j'avoue, ouais. OK. Oui, ça en était une bonne. T'en as plusieurs, finalement. Oh oui, à force de se creuser les méninges, là, je pense qu'on pourrait en sortir une et une autre. Ça est quelque chose, j'avoue. Ta plus belle rencontre lors d'un de tes voyages? Ah ben, elle s'appelle Véronique. Elle s'appelle Véronique. Ben, c'est ce qui a égayé puis qui a rendu peut-être la Thaïlande aussi belle. Oui. Puis Véronique, on a passé tout le voyage, mais c'était ma partenaire de voyage. Que tu connaissais pas avant d'arriver, là. Non, c'est une rencontre fortuite comme ça qui a été une rencontre d'exception, une rencontre mémorable. OK. Au sens qu'on a passé justement 10 jours à Chiang Mai. Et puis, je l'ai rencontré la veille de prendre la moto. Mm-hmm. Et puis, le lendemain, j'ai dit, ben, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que ça ne te tenterait pas de faire une petite balade? Donc, on a été visiter le plus haut sommet, justement, de la Thaïlande, où est-ce qu'il y a un observatoire, etc. Et une belle petite chute avec un parc. Là. Donc, comme je te parlais tout à l'heure, Chiang Mai, qui permet, justement, de pouvoir faire des petites boucles. Donc, la première boucle d'une journée. Par la suite, je pars 2 jours. Et puis, par la force des choses, peut-être certains diront j'étais un petit peu ratoureux au rusé renard, mais j'avais laissé quelques trucs chez elle, donc qui me permettaient peut-être de refaire un passage. Est-ce qu'elle habitait là? Ou non, mais elle passait pratiquement un mois là-bas. Ah, OK. Donc, elle a la chance de faire partie de la catégorie des gens qui peuvent être digital nomades. Donc, dès que tu as un branchement Internet qui peuvent un peu travailler OK, tu parles de elle. De elle, exactement, oui. ce qui n'est pas mon cas. OK. Donc, elle passait justement une période d'1 mois là-bas. Donc, par la suite, à mon retour d'une journée, j'ai dit, mais ça te tente-tu de repartir pour un autre 4 jours de moto? Oui. Et puis, par la suite, on a été visiter le nord, le triangle d'or, là, justement, dans le nord, une petite escale là, au Laos. Donc, pouvoir visiter une autre partie du nord de la Thaïlande. Là. OK. Donc, parce que ça te permettait de faire ça avec la moto. Exactement, tout à fait. Ce que tu n'aurais peut-être pas pu faire en voiture? Oui, en voiture, ça se fait. Oui, tout à fait, ça se fait bien en voiture. C'est le côté agréable de la moto. Par exemple, il y a des endroits qu'on a fait qui sont difficiles en voiture. Oui. Au sens que souvent, les endroits qu'on va faire en moto sont réalisables en 4x4. Exemple, Thaïlande, à un certain moment donné, on est au nord, puis on dit, bon, on sait qu'on s'en va dans telle direction, mais de toute façon, on longe la frontière, mais on va délaisser l'autoroute, là. Mm-hmm. Donc, on délaisse l'autoroute, et puis on était vraiment sur la crête des montagnes. Puis la route de la crête, là, qui est vraiment entre le Myanmar et puis la Thaïlande. Donc, on a franchi 3 postes douaniers, mais sans traverser la frontière. La route est à 98% du côté thaïlandais. Là, il y a une petite incursion au Myanmar. Il y a un poste de douane Thaï. Okay. Ben, un poste de douane, plus un poste de contrôle, un poste militaire. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de route, là, c'est la montagne et la jungle. Oui, OK. Mais là, tu as fait... La route a dévié en sol birman, mais les Birmans ne l'ont jamais su, là, que nous, on a été en Birmanie. Là. Et puis, je ne dirais pas à personne, j'ai été en Birmanie quand j'ai fait à peine 50 mètres de l'autre côté. Là. Ah, OK, oui. Mais ça compte pas. C'est des endroits extraordinaires, là, au sens qui sont difficiles à faire. Ben oui, tu pourrais le faire en 4x4, là, okay. Comme je le mentionnais. Et puis, des petits villages qui sont un peu plus isolés, qui sont plus authentiques. Alors, c'est merveilleux, tout à fait. OK. Fait que la rencontre avec Véronique. Oui. Puis, c'est une rencontre qui était marquante pour un bon bout, j'imagine. Ben, pour un bon bout, au sens que malheureusement, Véronique est une Française qui vit en Espagne et puis moi un Québécois. Donc, par la force des choses, on a tenté de pouvoir se revoir et puis tenter de continuer le voyage. Oui. Ce qu'on a fait en correspondance et puis il y a d'autres voyages qu'on a fait ensemble par la suite parce que le voyage devenait notre lieu commun. Oui. C'est l'endroit où on pouvait se voir. Oui. Donc oui, ça a été une très belle année, disons l'année qui a suivi ce voyage en Thaïlande. Une très très belle rencontre dans ce cas-là. Tout à fait, tout à fait.
Merci d'avoir partagé ça avec nous. Si je te demande le pire endroit où tu as passé la nuit. Le pire endroit que j'ai passé ma nuit, un petit voyage au Bike Week. Au Bike Week, OK? Qui est Mais- un festival de moto. Oui, exactement. C'est plus connu de la communauté Harley-Davidson ou la communauté Rockers, là, dans Oui, le oui. fond. C'est la semaine de la moto. OK. Puis c'est des événements qui se déroulent un peu partout en Amérique, là. Ben, aux États-Unis, bien entendu. Il y en Sûrement, a quelques-uns aussi aux États-Unis. Il y a, dont le plus célèbre, c'est le Bike Week de Daytona. Mais le premier Bike Week auquel j'ai assisté, c'est celui de Laconia, qui est juste ici à côté, au New Hampshire. Donc, on part 2 copains en moto. Moi, je dis, bon, on va faire un petit voyage de moto. Et puis, où est-ce qu'on va coucher? Bon. So what? Oui. On trouvera bien. Donc, par la force des choses, à la fin de notre soirée, on dit, bon là, il faudrait peut-être se coucher. Oh, vous n'aviez rien Ouais. encore, là. On n'avait rien. Puis là, bon, il annonce beau cette nuit. Hein? Mhm. Bon, oui. OK. Bon, on sort un petit peu de la ville. On fait 2-3 courbes. On voit un petit boisé. Je pense que la moto pourrait rentrer dans le boisé. Oui. On rentre carrément dans le bois. Il n'y avait même pas de sentier, là, carrément dans le boisé. Oui. Stationne la moto, met la moto sur la béquille. Je dis, bon, je pense qu'on peut dormir devant la moto. Oui. On dort devant la moto. À terre, là. À terre, au sol, directement au sol. Ouais. Ça, c'est vraiment, c'est du rustique, là. Oui, oui, oui. Plus rustique que ça, ça va, non. très difficile. Le lendemain matin, je pense qu'il y avait quelques maringouins, justement, Ah, OK. parce qu'on était en pleine forêt, là, puis on Ouais, s'entend ouais. que la forêt du New Hampshire, c'est pas, les maringouins ils doivent pas s'arrêter à la frontière, là. Non, non, non. Donc, on s'est réveillé, la figure boursouflée Ah. de piqûres d'insectes, maringouins et autres. Oui, oui. Oh non, non, non. Mais les Bike Week, à l'époque, c'était ça. Ah oui. Donc, le matin, on se lève la face boursouflée. On se dirige vers le centre-ville de Laconia. Nicolas, tu ne peux pas imaginer qu'il neige en été. Hein? Eh oui, il neigeait en été. C'était quoi, au mois de juin, au mois de juillet? Ah ben, c'est le week-end de Laconia, c'est le week-end de la fête des pères. Donc, le OK, week-end qui ouais. précède La Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, exactement. À l'époque, parce que maintenant, c'est plus le cas. Les Bike Week ne ressemblent plus du tout à ça. Là, on recule, c'était juste ça. C'était en 93-14, encore une fois. Et puis, ce n'était pas de la neige, mais c'était de la canette de Budweiser. Hein? Oui, monsieur. Attends un peu, là. Donc, il y avait un couvert blanc de canettes de Budweiser sur certains terrains. Donc, tu peux imaginer la quantité de Budweiser qui s'est bu OK. pour que tu aies l'illusion qu'il ait neigé, là. Oh my Ça en prend God. quelques canettes. Oui, Donc, oui. on arrive au centre-ville. OK, On fait dit- que moi, je pensais qu'il tombait de la neige. Non, non, Fait que non, ce non. que tu me dis, c'est que quand tu es arrivé, tu voyais les terrains, tu pensais que c'était de la neige et c'était des canettes de bière. Exactement. Donc, tu peux imaginer la consommation de bière dans ces Bike Week-là. My à l'époque. God. C'est plus ça, Oui, là. il se consomme encore quelques bières, justement dans les Bike Week, dont celui de Daytona. Si mes copains écoutent ça, ils vont dire non, je pense que tu es capable d'en prendre quelques-unes au Bike Week. Oui, oui. C'est pas la Ouais, question. ouais. Mais on arrive justement au restaurant. Et puis, on attend pour déjeuner. On attend. Après 1 heure d'attente, on demande à la serveuse, mais là, elle dit parce qu'on n'a pas encore trouvé le cuisinier. Oh my God. Donc, c'était Fait l'ambiance. que c'est les locaux aussi, là, sont sur le Oh party, oui, tout là. à fait, tout à fait. Là. C'était l'ambiance des Bike Week d'il y a... là, on était en 2015, il y a pratiquement... Là, on est en 25 ans. 2019. Il y a 25 ans passés, Ouais, c'était ça. Là, aujourd'hui, ça ressemble plus du tout à ça. OK. Et puis maintenant, quand je vais au Bike Week, mais c'est pour faire de la course puis de la course de moto. Ouais. Donc, nous, on passe un peu pour des extraterrestres. La dernière fois qu'on a déambulé sur la main de Daytona, on ne roulait pas assis sur des motos au sens qu'on était assis dans un camion, dans un pick-up, avec 3 motocross dans la boîte du pick-up. Donc, OK. c'est un petit peu détonnant avec la communauté Harley-Davidson Ouais, qui, OK, ouais. qui circule sur la rue. Là. Mais pour ceux qui se posent les questions au niveau de la semaine de la moto, mais c'est la semaine de la moto. Souvent, les gens apparentent ces semaines de la moto-là justement à la communauté Harley puis à la communauté des customs. Puis là, c'est la fête, les bands
Ben Rock, la bière. C'est sûr qu'il y a des Ben Rock puis de la bière. Mais c'est la semaine qui est dédiée à la moto puis de tous les styles. Donc, c'est pas juste des Harley. Là. C'est pas juste des Harley. Puis pendant cette semaine-là, quand on regarde, exemple, la semaine de la moto à Daytona, mais ça débute par une course de supercross, de motocross extrême. Par la suite, ça l'enchaîne avec des courses de dirt bike, des courses de dirt track, après ça, des courses de superbike. Donc, c'est une semaine complète de courses de moto puis de tous les styles de moto. OK. Toi et tes amis, vous faites de la course de moto, là. Exactement. Nous, on va là pour courir et puis s'entraîner un petit peu. Donc, puis nous, on fait du hors-route. Donc, il y en a tous les types de motocyclistes qui sont là. Bien entendu, la grosse part de la communauté, mais c'est la communauté festive de custom, là, des gens d'Harley. Puis c'est eux autres qui teintent l'événement, bien entendu. C'est eux autres qui amènent le plus de candidatures, là, le plus de population. Oui. Donc, souvent, les gens, ils sont un peu impressionnés. Ils disent « Ah, voyons non, t'as pas le look. Ben, là, mais ça, ils sont où tes tatous pour juste aller au bike week? » Non, c'est pas exclusivement... je confirme aux auditeurs que Luc n'a pas de tatouage. En tout cas, pas visible. Ben, écoute, merci. Tu vois, ça, c'est encore une chose que je connaissais pas, que j'étais pas au courant d'eux. Mais je pense que tu m'en avais déjà parlé un petit peu, mais pas à ce point-là. Je sais pas si la question se relie à ça, mais la prochaine question, c'est le moment où tu as été le plus sur le party en voyage. Le malheur, je suis obligé de dire quasiment à chaque voyage. Parce que c'est vrai qu'on va dans... Le malheur, c'est qu'on... Parfois, je vais en échapper une. Une soirée, un soir. Une soirée, mais par la suite, on le regrette parce que en voyage, on veut profiter du voyage. Oui. Puis souvent, on oublie que... une petite soirée un petit peu trop arrosée, mais on va justement le lendemain, il risque d'être plus difficile. Oui. Surtout si tu as beaucoup de routes à faire. Puis, oui, puis c'est pénible. Ça peut, comme on disait tantôt, les conditions peuvent être rapidement désagréables. Là. Tout dernièrement, le dernier voyage, je l'étais passé au Portugal. Je termine mon périple dans la vallée du Douro. À un moment donné, j'ai une très grande déception au sens que je me dis, Moses, j'aurais pas réussi à faire la vallée du Douro. Je voulais justement faire d'un bout à l'autre. T'étais pas dans la vallée du Douro? Oui, exactement. J'étais dans la vallée du Douro, mais je voulais la faire, entre guillemets, au complet. Ah, OK. Donc, j'ai dit, je veux faire la route au complet, puis surtout les Alta Douro. J'ai dit, je veux voir le vrai hardcore de la vallée du Douro, là. Non pas juste les premiers kilomètres, là. Fait qu'en fin de journée, finalement, on arrive au village où sont les maîtres du Porto. Et puis, finalement, on se dit, à l'heure où il est rendu, il va falloir commencer à booker l'hôtel pour la soirée. Donc, book l'hôtel, on dit qu'il sera au prochain village. Bon, prochain village. Fait qu'entre-temps, on dit, prochain village, qui est à quelques kilomètres, à moins de 5 kilomètres. Fait que je dis, il y a un vignoble. Je dis, on va en profiter. On n'a pas visité de vignoble dans le Douro. On n'a quasiment pas le choix. Donc, on monte en haut. Et puis, je passe un très bon moment. Et puis, qui plus est, on était seuls, justement, avec le guide au vignoble. Donc, il dit, oui, toi, ça, t'aimes ce porto-là, t'aimes ce porto-là. Un autre porto. Ah oui, celui-là, tu vas aimer celui-là. Puis, au départ, c'était un forfait, bien entendu, comme dans tous les vignobles, au sens 3 dégustations pour X euros. Mais là, 3 dégustations, plus 3 autres, plus 2 autres, plus une autre. Là, je dis, ça a fini une soirée très bien arrosée. Mais pour terminer l'anecdote à cet endroit-là, je dis, là, on regarde la carte du Douro, puis on dit, là, on est où? On est là. OK. Là, j'avoue ma déception. Je dis, j'aurais aimé ça pouvoir faire toute la route du Douro. Fait que là, la personne, justement, au vignoble, me dit, tu l'as fait, là? Je l'ai fait. J'ai dit, non, le Douro, il continue, là. Il dit, mais le restant, tu peux plus le faire. La route s'arrête au prochain village. Ah oui. Là, tu dis, je l'ai fait. Yeah, je l'ai fait. Là, la fierté. Là, je partais avec une certaine déception. Puis pas avoir arrêté là, j'aurais pas pu goûter ce bon Porto. Puis de 2, j'aurais pas su par la force des choses. Je serais parti avec la déception, mais je suis parti de ce village-là. Oui, c'est ça. Je l'ai juste fait le 2 tiers, puis j'ai pas réussi à faire le dernier tiers. Okay. Mais le dernier tiers, il est impossible. Tu peux pas le faire par la route, au sens que la route quitte la rivière, là, quitte le fleuve par la suite. Donc, la seule façon de pouvoir longer encore une fois le fleuve, c'est justement par le fleuve. Oui, par le fleuve bateau. soi-même, en bateau. Oui. J'ai réussi à faire le Douro. Okay. Mais le lendemain, par exemple, en conclusion de l'anecdote,
le voyage, le retour a été très pénible. À cause de la soirée bien arrosée. Oui, tout à fait. Et puis, on était dans les montagnes, justement, du Portugal, au grand vent, avec le froid. Et puis, parfois, l'équipement, comme tu le mentionnais tantôt, qui était un petit peu trop minimaliste, au sens dans ma tête, j'ai dit, wow, on est à la fin juin, début juillet, on n'a pas besoin d'amener de polar. Il devrait faire tout chaud. ça. Il Oui. va faire chaud. Oui, mais dans les montagnes, il fait jamais chaud. Non, c'est ça. Fait que oui, ça a été un petit peu pénible. À chaque fois que je te pose une question, je découvre un nouvel endroit ou un nouveau pays que tu as visité. C'est ça qui est fou. Qu'est-ce qui t'accompagne toujours en voyage? Chose dont tu ne peux te passer. C'est une carte SIM. Une carte de cellulaire? Oui. OK. C'est parce qu'on est Canadien, encore une fois. Là. Oui. Certains pays n'auront pas besoin de changer leur carte SIM dans leur téléphone. Là. En tant que Canadien, la première chose que moi je fais quand j'arrive dans un pays, si je ne suis pas en mesure d'acheter directement une carte SIM d'un fournisseur, justement, de télécommunications du pays à la sortie de l'avion, mais ça va être ma première chose que je vais faire après dès que je vais arriver à mon hôtel. C'est de trouver une carte SIM. Donc, ce que je peux plus me passer maintenant, mais c'est une carte SIM locale. Parce que tu utilises aussi ton téléphone comme, pas ton GPS, mais comme pour te géolocaliser, là. Ah, il fait tout. Il fait tout? Maintenant, même, je suis en train de me poser la question, est-ce que j'achète encore des guides de voyage? Au sens à ce point-là. oui, tout à fait. Parce que tout se recherche sur le téléphone. Tout se recherche. L'hébergement, les routes, les restaurants, tout est se là. prend sur un téléphone. Au sens que Thaïlande, j'avais justement mes guides. Dans le passé, malheureusement, on était souvent des formations professionnelles. Étant ingénieur, souvent on est trop documenté. Et puis, Thaïlande, j'avais mon guide de voyage que j'ai jamais ouvert du voyage. Ah. Puis tu as fait un très beau voyage quand même. C'est qu'on est sur Google en temps réel. Oui, donc. oui. Et puis, le GPS qui est en temps réel aussi. Donc, on est dans un petit village. On va dire un moyen village parce que tu t'es perdu puis tu aimerais ça reprendre la route principale puis sortir du village. Oui. Google, tourner à gauche, tourner à droite. Tu te dis, voyons donc, là, c'est trop facile. Là. C'est quand on compare au premier voyage de moto, voyage en Californie, le matin, quand on se levait, on mémorisait la route à parcourir dans la journée. Sur la carte. Sur la carte. Puis on avait justement un sac de réservoir, un tank bag avec une carte, avec un schéma de la journée. Puis tu tournais tes pages, justement. Là, on est loin de ça aujourd'hui. Maintenant, on a le support. Ce que je traîne toujours, j'ai mon support que je vais fixer après la moto de location. Mm-hmm. Donc, j'ai mon téléphone qui sert de GPS. Donc, avec le téléphone intelligent, aujourd'hui, c'est trop facile de voyager comparativement à ce qu'on faisait dans le passé. Dans le fond, ce que tu peux faire, c'est si tu veux te rendre un petit peu plus la vie complexe, c'est de fermer ton téléphone, te perdre un petit peu. C'est parfois pas trop longtemps. Oui, pas trop longtemps, mais des fois, c'est là que le fun commence. Ah oui, tout à fait. Est-ce que tu écoutes de la musique quand tu voyages? Pas énormément. Surtout quand je suis à l'étranger. Il y a un voyage aux États-Unis, exemple, voyager Road 66, on va se mettre de la musique d'ambiance et puis de la musique de route. Mais de façon générale, j'ai mon téléphone avec ma musique comme telle. Mais si je prends l'exemple du Belize, comme j'ai jamais écouté mon téléphone, là. J'ai jamais sorti la musique sur mon téléphone. J'essaie plus de m'imprégner de l'environnement, d'écouter l'environnement, d'écouter justement l'atmosphère ou ça fait partie d'aller dans un bar. Ça fait partie justement du voyage comme tel. Là. OK. Exactement. Exemple, si on dit le Portugal, mais c'est sûr que j'ai été voir un show de fado. Là. Il faut aller voir au moins un show de fado. C'est un minimum. C'est un minimum, exactement. Donc, un peu la même chose. On essaie d'avoir un petit peu le pouls de la musique traditionnelle, puis de s'imprégner un peu là-bas. Là. Oui. Mal pris en voyage, qui t'appelle en premier? Le locateur ou le towing. OK. Exactement. Sinon, mais c'est vrai qu'on ne s'y attarde pas à la question, mais on serait souvent mal pris. Oui. Parce que, surtout dans les voyages d'exploration, au sens que tu es dans un endroit reculé. Mm-hmm. Même à un endroit au Costa Rica, il y a une bonne montée gravelée, puis assez ardue. Et puis, à l'aller, on a fait l'aller puis le retour par le même chemin, parce que c'était le seul chemin pour aller justement à notre Eco Lodge. Mm-hmm. Et puis, sur le retour... il y avait une voiture en feu. Pas une voiture en feu, mais une voiture calcinée. Là, tu dis, OK. Là. Fait que là, lui, nous autres... Elle était calcinée, puis ça faisait un bout qu'il était là. Non, parce qu'à l'aller,
Pas plus que 3 jours, parce que nous, OK, quand c'est on était à quelques l'aller, jours. elle n'était pas là. OK. Puis sur le retour, elle était là. OK. Il a dit, oh, tabarouette, ouais. Nous, avoir un problème de moto, une moto qui calcine ou qui passe au feu, tu te dis, oh là là. Ouais. Y a-tu une voiture qui va passer dans la journée, là? Ces coins reculés, là, oui. Exactement. Là, souvent, quand on est un petit peu plus en remote ou on est plus dans le backcountry, il faut se poser la question. Là. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir une autre personne qui va passer pour me secourir? Là? Mais t'as ta carte SIM, fait que t'es correct. Oui, exactement. Pourvu qu'il y ait une couverture Oui, cellulaire. oui. Mais c'est drôle parce que, et puis ça, mais c'est pas égal partout. Hein. Tantôt, je parlais de de la route des Crêtes en Thaïlande, puis qu'on est à la frontière vraiment thaïlandaise, là, vraiment. Avec le Myanmar. Avec le Myanmar. Puis 100% signal. Ah oui? OK, fait qu'il n'y a pas de problème. Tu as du signal en masse? C'est un peu... En Asie, il n'y a jamais de problème. Ah oui. La seule leçon, mais quand vous voyez un kiosque de vendeurs de cartes SIM, arrêtez-vous. Oui. On serait rendu à la section Blitz. Le questionnaire Blitz, en fait, ce que c'est que faut que tu répondes le plus rapidement possible, sans trop y réfléchir, entre une chose ou l'autre chose que je te propose. Fait que voilà, les questions, c'est hôtel 5 étoiles ou auberge de jeunesse? Ben après une journée sous la pluie, 5 étoiles. 5 étoiles. Voyage planifié, préparé ou improvisé? Ben maintenant, on est dans l'improvisation. Dans l'improvisation. Oui. Pour titre voyage de moto. Camping sauvage ou hôtel de luxe? Plus de camping. Plus de camping? Non, à un moment donné, on était en camping, puis on a trouvé... On sort d'un terrain de camping, puis souvent, moi, je faisais avec Nathalie, on faisait des pré-rides. Fait qu'avant de partir pour la Californie, on s'est dit, bon, on va partir un week-end... Ouais, pour voir le matériel, puis voir... Exactement. Tu sais, on va roder nos affaires. Fait qu'on sort du camping. Fait que là, j'ai dit, Nathalie, je pense que je l'ai trouvé. C'est quoi le problème avec le camping? Oui. Là, elle me dit, oui, c'est quoi? C'est le camping. OK. Fait que toi, c'est fini le camping? Ben non, c'est fini. Non, mais c'est par nécessité. Par fatigue? Exemple, quand on a été en Californie avec les BMW, au sens qu'on était en pleine autonomie, au sens que le réchaud, la bouffe, etc., au sens qu'il n'y a pas de problème pour rester 4 jours en pleine autonomie. Cependant, on a fait 2 nuitées de camping sur 3 semaines. Ah, ça vous tentait pas? Ben non. Tu veux un certain confort. L'air climatisé dans l'Ouest américain, c'est agréable. Oui, je le confirme. C'est agréable. Dormir à 35 degrés, c'est moins agréable. Cependant, mais dans l'Utah, il n'y avait pas d'hôtel. Puis il n'y avait pas de motel, il n'y avait rien. Donc, c'est pour ça qu'on avait planifié justement d'être en autonomie au cas où. Oui. Et puis, justement, on a eu besoin de sortir la tente. Mais c'était-tu quand même le fun? Ah, oui, ça reste que c'était agréable tout de même. Là. C'était agréable, mais tu me donnais le choix entre. Camping ou hôtel de luxe? On va y aller plus sur hôtel de luxe. Parfait. Bouffe de rue ou table d'hôte? Ben, tout dépend où. Si on est en Thaïlande, c'est la bouffe de rue. Puis si t'es en Europe? Ben, en Europe, tout dépendant de ton portefeuille. Oui, bien sûr. L'exemple catalan. Oui. Au sens, bien manger en Catalogne, mais faut que tu mettes la main dans ta poche. Oui. Parce que tu peux bien manger, mais de façon générale, tu ne mangeras pas de façon économique en Catalogne. Non. C'est impossible. Bouffe mexicaine ou indienne? Ben, à Ottawa, c'est de l'indienne. Mais tantôt, j'ai dit mon bon Tex-Mex, par exemple. Là, c'est clair. Puis surtout, tu me connais un peu, donc j'aime la bouffe piquante. Oui. Ben, d'autre côté, les gens vont dire, mais indien, c'est aussi épicé. Oui, ça dépend donc, où tu vas. Un vrai indien. Oui. Excellent. Et puis, un vrai Mexicain aussi. OK. Fait que t'es partagé. Mais de la bouffe congelée, dans un cas ou dans l'autre, on va passer outre. Oui, effectivement. Thé ou café? Thé ou café, un bon thé ou un bon café? Fait qu'encore là, t'as les deux. Les deux, tout à fait. Mais OK. plus café. Plus café. Centre-ville ou campagne? Plus campagne. Plus campagne. La ville, c'est intéressant, mais là, on ne parlera pas de la moto. Donc, en ville, bien entendu, on peut se permettre de passer une semaine, exemple, à Paris. Au sens que c'est clair qu'on n'aura pas besoin de moto. C'est la même chose à Barcelone. Même si c'est beaucoup plus agréable d'être à Barcelone avec une moto. OK. Se lever tôt ou veiller tard? Je peux pas dire se lever tôt, là, ça serait mentir. Donc, tu déduis la réponse. Oui, veiller tard. Tout inclus ou backpack? Ben tout inclus, je l'ai jamais fait.
Ben, c'est une demi-vérité, au sens je l'ai fait une fois. Et puis, OK. après 3 jours, je cherchais déjà une porte de sortie, là. OK. Donc, tu peux imaginer backpack. Et puis, tantôt, je te le mentionnais aussi, la moto, ben, c'est un petit peu un backpack motorisé. Oui, effectivement. Oui. C'est comme du cyclotourisme, mais avec un moteur. En plein ça, exactement. Le tour du monde pendant 1 an avec une tente et un sac à dos ou une année complète dans la même villa de rêve en Méditerranée. Ben, c'est le tour du monde dans une année parce que tu peux te louer une moto. Oui, j'avais pas. T'as trouvé la faille dans dans ma question. Saut en parachute ou plongée sous-marine? Ben, dans un premier temps, moi, j'étais plus montagne même. Ouais. Et puis, tout récemment, avec le Belize, qui est quand même un endroit de prédilection pour la plongée, je suis en train même de penser que peut-être je ne prendrais pas mes cartes paddy. OK. Fait que la plongée. La plongée ou présentement, je dirais peut-être plus maintenant, au temps présent, plongée. OK. Et là, je vais spécifier quelque chose, et c'est très important que je te le spécifie à toi particulièrement. Le Blitz a été. Quand je l'ai écrit, je l'ai pensé pour tout le monde. Mais cette question-là, la réponse va de soi. Si je te donne le choix entre moto ou Westphalia. Ben, je suis pas encore rendu assez vieux pour le West. OK. Fait que c'est encore la moto. C'est encore la moto. OK. Qu'est-ce que tu préfères entre visiter un musée ou faire du shopping? Ben, c'est faire du shopping dans un musée. T'as des goûts dispendieux. Tu fais-tu du shopping au Louvre? Non. Non, mais à la boutique du Louvre, oui. Ah oui, OK, OK. J'ai l'impression que je vais savoir la réponse, mais tu pourrais me surprendre. Verre de vin ou pinte de bière? Ben, on va dire bière, bien entendu. Oui, là. OK. Ah ouais. Coucher de soleil sur la plage ou au sommet d'une montagne? Et ça va dépendre de la compagnie. Ça va dépendre avec qui, avec qui tu te trouves. Avec qui, puis du contexte, bien entendu. Là. Ouais. Mais c'est l'endroit. Mais un coucher de soleil, c'est vrai qu'il y a un certain charme, et puis sur la plage, Oui, OK. à la montagne. Un certain romantisme. Oui. C'est pas le même genre de vibe, effectivement. Est-ce qu'on se loue une voiture ou on prend le train ou le bus? Ben, moi, j'aime bien avoir mon propre transport. Mhm. Donc, plus la voiture que le transport en commun de façon générale. Et surtout pas le groupe ou le bus organisé. Ah oui. Oui, ça, je te comprends, je t'appuie là-dedans. Qu'est-ce que tu choisis entre un gros déjeuner copieux ou café croissant? Ben, j'aurais tendance à répondre un petit peu plus le petit déjeuner copieux. Parce que souvent, en voyage, oui, il y aura un déjeuner, il y aura un souper. Mhm. Mais le repas du lunch, ça va arriver souvent que lui, il va sauter. Oui, c'est ça. Donc, Ça va être bien- un sac bien de démarrer chips le ou jour. des noix ou quelque chose de. Tu sais, comme tu vas te pogner. Même encore. Même encore. Ah ouais? Même encore, oui. Ça va arriver souvent que le lunch, lui, il va sauter. Donc, c'est important d'avoir un bon déjeuner. Et puis ça, bien entendu, le déjeuner, mais c'est très américain, là. Oui, oui. C'est le petit déjeuner americano. Puis, anecdote en Thaïlande, entre autres, quand tu vas déjeuner en Thaïlande, mais c'est le même menu que le midi puis le soir, là. OK, fait que. Donc, tu manges un pad thaï au déjeuner, puis tu manges ta soupe. Puis, Mon rêve! c'est c'est aussi simple que ça, là. Tu sais, donc, c'est vraiment le petit déjeuner americano, là. OK, parfait. Ben, écoute, merci, Luc, de toute ta générosité, de toutes tes anecdotes. C'est excessivement intéressant, tout ce que tu nous as raconté. Ça m'a ouvert, moi, personnellement, les portes d'un monde que je connais pas beaucoup, que je connais même très peu, je te dirais. Mais ça donne des idées, ça ouvre plein de possibilités dans la tête à faire des différents voyages, différents types de voyages, juste à cause de cette possibilité-là, de la liberté de pouvoir partir en exploration, partir à l'aventure avec un moyen de transport qui est aussi versatile que la moto. Mais il faut dire, Nicolas, d'emblée, il faut pas nécessairement inciter les gens à se découvrir un moteur d'un jour Non, dans c'est un ça. voyage en Thaïlande, C'est quelque entre chose qui- autres parce ouais. qu'ils se disent, ils ne me demandent pas le permis de conduire, donc je vais louer un scooter. J'ai jamais touché ça de ma vie. Puis, je pourrais louer un 125 ou un 250. Ouais. Là, je me lance. Faut faire ses si t'as classes, jamais puis- touché à ça, mais Ouais. en conduite dense, ben, OK. c'est peut-être pas le meilleur endroit pour apprendre. Parfait. Fait que c'est un sage conseil sur cette finale. Oui, parce qu'il y a énormément de touristes là, qui se font prendre. Ah oui, OK.
faut être quand même assez prudent dans cette optique-là pour faire ce genre de voyage-là. Mais ça peut donner le goût à quelqu'un de se lancer justement comme à penser à faire peut-être des voyages de moto aux États-Unis, au Canada, de partir un peu à l'aventure avec ce mode de transport-là qui est très intéressant, très versatile. Qui est l'idéal. Qui est l'idéal pour... J'ai pas besoin de prêcher un converti de toute façon. Tout à fait. Merci beaucoup, Luc, de toute ta générosité encore une fois. Et à la bière. À la bière et à la prochaine. Merci, Nicolas. OK, ciao, merci. Bye bye. Si vous avez des questions à propos de cet épisode ou pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse partoutdanslemondepodcast@gmail.com. Nous sommes également sur Facebook et Twitter. Simplement recherchez Partout dans le monde podcast. Voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Partout dans le monde. Merci d'avoir été à l'écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission. Ciao!